Ce soir-là, Mr. Utterson rentra à sa maison de célibataire de sombre humeur et s'assit pour dîner sans délectation. C'était sa coutume, le dimanche, lorsque ce repas était terminé, de s'asseoir tout près du feu, un volume de quelque aride théologie sur son pupitre, jusqu'à ce que l'horloge de l'église voisine sonnât l'heure de minuit, lorsqu'il allait avec sobriété et reconnaissance se coucher. Ce soir-là, cependant, dès que la nappe fut emportée, il prit une chandelle et se transporta dans son cabinet de travail. Là, il ouvrit son coffre-fort, prit dans sa partie la plus privée un document endossé sur l'enveloppe comme le testament du docteur Jekyll, et s'assit, le front nébuleux, pour en étudier le contenu. Le testament était holographe, car Mr. Utterson, bien qu'il le prît en charge maintenant qu'il était fait, avait refusé de prendre la moindre assistance dans sa fabrication. Il portait non seulement que, en cas du décès d'Henry Jekyll, docteur en médecine, docteur en droit civil, docteur en droit et membre de la Société royale. Tous ces biens devaient passer entre les mains de son ami et bienfaiteur Edward Hyde. Mais qu'en cas de la disparition ou absence inexpliquée d'Henry Jekyll pour toute période excédant 3 mois du calendrier, le dit Edward Hyde entrerait dans la peau du dit Henry Jekyll sans plus de retard et libre de toute charge ou obligation, en dehors du paiement de quelques petites sommes aux membres de la domesticité du docteur. Ce document était depuis longtemps la bête noire du juriste. Il l'offensait à la fois comme un homme de loi et comme un amoureux des aspects sains et coutumiers de la vie, auquel le fantaisiste était de l'immodeste. Et jusqu'ici, c'était ce qu'il ignorait de Mr. Hyde qui soulevait son indignation. Maintenant, par un retournement soudain, c'était ce qu'il savait. C'était déjà assez mauvais quand ce nom n'était qu'un nom dont il ne pouvait rien apprendre de plus. C'était pire quand il commençait à se vêtir d'attributs détestables. Et hors des brumes mouvantes, insubstantielles, qui avaient si longtemps dérouté son regard, jaillit la soudaine, précise représentation d'un démon. « Oh, je pensais que c'était de la folie !» dit-il en replaçant l'insupportable papier dans le coffre. « Et maintenant, je commence à craindre que ce ne soit de l'opprobre. » Avec cela, il souffla sa chandelle, mit un par-dessus et partit en direction de Cavendish Square, cette citadelle de la médecine, où son ami, le grand docteur Lanyon, avait sa maison et recevait ses patients en foule. « Si quelqu'un sait, ce sera Lanyon, » avait-il pensé. Le solennel maître d'hôtel le reconnut et l'accueillit. Il ne fut soumis à aucun délai d'attente, mais introduit directement de la porte à la salle à manger où le docteur Lanyon était assis seul devant son vin. Celui-ci était un gentleman chaleureux, sain, sanguin, à figure rouge, avec une touffe de cheveux prématurément blancs et une manière turbulente et décidée. À la vue de Mr. Utterson, il s'élança de sa chaise et l'accueillit à 2 mains. La chaleur humaine, qui était dans la façon de l'homme, était quelque peu théâtrale au regard, mais elle reposait sur un sentiment véritable. Car ces deux-là étaient de vieux amis, de vieux camarades à la fois d'école et d'université, à la fois parfaitement respectueux d'eux-mêmes et l'un de l'autre. Et, ce qui ne s'ensuit pas toujours, des hommes qui appréciaient parfaitement leur compagnie réciproque. Après une petite causerie décousue, le juriste amena le sujet qui préoccupait si désagréablement son esprit. « Je suppose, Lanyon, que vous et moi devons être les 2 plus vieux amis que possède Henry Jekyll. »« Je souhaiterais que les amis fussent plus jeunes, » gloussa le docteur Lanyon. « Mais je suppose que oui. Eh bien, je le vois peu maintenant. »« Vraiment ? Je pensais que vous aviez un lien d'intérêt commun. » »« Nous avions. Mais il y a plus de 10 ans qu'Henry Jekyll est devenu trop fantasque pour moi. Il a commencé à tourner mal en esprit. Et bien que naturellement je continue de prendre intérêt à lui en souvenir du passé, comme on dit, je vois et j'ai vu diablement peu cet homme. Un tel galimatias anti-scientifique, ajouta le docteur, rougissant soudainement pourpre, aurait aliéné Démon et Pythias. Cette petite saillie d'humeur fut quelque peu un soulagement pour Mr. Utterson. « Ils n'ont que différé sur quelques points de science, » pensa-t-il, et, étant homme d'aucune passion scientifique, excepté en matière de translation, il ajouta même « Oh, ce n'est rien de pire !» Il donna à son ami quelques secondes pour retrouver son calme, et puis approcha la question qu'il était venu poser.
Avez-vous jamais croisé un de ses protégés, un certain Hyde? Hyde? Non. Jamais entendu parler. Après mon temps. Ce fut là la somme d'informations que le juriste rapporta avec lui dans son grand lit sombre, sur lequel il se tourna et retourna jusqu'à ce que les petites heures du matin commencent à s'élargir. Ce fut une nuit de peu d'aise par son esprit en labeur dans de pures ténèbres et assailli de questions. 6 heures sonnaient aux cloches de l'église qui était si commodément proche de la demeure de Mr. Utterson. Et toujours, il creusait le problème. Jusqu'ici, il l'avait touché par le seul côté intellectuel, mais maintenant, son imagination aussi était engagée, ou plutôt asservie. Et comme il était couché et se retournait dans les ténèbres épaisses de la nuit et de la chambre à courtine, le conte de Mr. Enfield repassait dans son esprit dans un rouleau d'images illuminées. Il se rendait compte du grand champ de réverbères d'une cité nocturne, puis de la forme d'un homme marchant vivement, puis d'une enfant courant de chez le docteur, et puis ces deux se rencontraient, et ce juggernaut humain piétinait l'enfant et passait outre sans regarder à ses cris. Ou bien il voyait une chambre dans une riche maison, où son ami y reposait endormi, rêvant et souriant à ses rêves. Et puis, la porte de cette chambre s'ouvrait, les courtines du lit s'écartaient, le dormeur était rappelé, et voilà, se tenait à son côté une forme à laquelle il était donné de pouvoir. Et même à cette heure indue, il fallait se lever et faire sa volonté. La forme dans ces deux phases hanta le juriste toute la nuit. Et si par moments il sommeillait, ce n'était que pour la voir se couler en catimini à travers des maisons endormies, ou se mouvoir plus vivement et toujours plus vivement, jusqu'au vertige même, à travers des plus vastes labyrinthes de cités éclairées, et à chaque coin de rue, écraser une enfant et la laisser hurlante. Et toujours, la forme n'avait pas de visage par lequel il pouvait la connaître. Même dans ses rêves, elle n'avait pas de visage. Ou un qui le déroutait et fondait sous ses yeux. Et ce fut ainsi que naquit et crut, à grands pas dans l'esprit du juriste, une curiosité singulièrement forte, presque démesurée, de contempler les traits du réel Mr. Hyde. S'il ne pouvait poser qu'une fois les yeux sur lui, il pensait que le mystère s'éclaircirait et s'éloignerait peut-être tout à fait, comme c'était l'habitude des choses mystérieuses bien examinées. Il pourrait voir une raison à l'étrange préférence ou servitude de son ami, appelez-le lequel il vous plaît, et même aux saisissantes clauses du testament. Et au moins, ce serait un visage valant d'être vu. Le visage d'un homme qui était sans entrailles de miséricorde. Un visage qui n'avait qu'à se montrer pour lever, dans l'esprit du peu impressionnable Enfield, un esprit d'endurante haine. À compter de cette heure, Mr. Utterson commença de hanter la porte dans la ruelle des boutiques. Le matin, avant les heures de bureau, à midi, quand les affaires étaient abondantes et le temps limité. Le soir, sous le visage de la brumeuse lune citadine, sous tous les éclairages et à toutes les heures de solitude ou de concours, le juriste était trouvable à son poste choisi. « S'il est Mr. Hyde, avait-il pensé, je serai Mr. Sick, et nous verrons qui gagnera ce jeu de cache-cache. » Et enfin, sa patience fut récompensée. C'était par une belle nuit sèche, du gel dans l'air, les rues aussi propres que le parquet d'une salle de bal, les réverbères qu'aucun vent ne secouait, dessinant un motif régulier d'ombre et de lumière. Vers 10 heures, quand les boutiques étaient closes, la ruelle était très solitaire, et, en dépit du sourd grondement de Londres tout autour, très silencieuse. Les menus sons portés loin. Les sons domestiques provenant des maisons s'étendaient clairement des deux côtés de la chaussée, et la rumeur de l'approche de tout passager le précédait de longtemps. Mr. Utterson se trouvait à son poste depuis quelques minutes, lorsqu'il se rendit compte qu'un pas léger, bizarre, se rapprochait. Dans le cours de ses patrouilles de nuit, il s'était accoutumé longuement à l'effet baroque avec lequel les pas d'une seule personne, tandis qu'elle est toujours à une grande distance, jaillissent soudain distincts hors du vaste bourdonnement et fracas de la ville.
Cependant, son attention n'avait jamais été auparavant si vivement et décisivement arrêtée. Et ce fut avec une forte, superstitieuse prévision de succès qu'il se retira dans l'entrée de la cour. Les pas se rapprochaient rapidement et enflèrent soudain de volume comme il tournait le bout de la rue. Le juriste, en regardant depuis l'entrée, put bientôt voir à quelle manière d'homme il avait affaire. Il était petit et habillé très simplement, et son aspect, même à cette distance, allait en quelque sorte fortement contre les inclinations du guetteur. Mais il se dirigeait droit vers la porte, coupant la chaussée pour gagner du temps, et tout en venant, il tira une clé de sa poche comme quelqu'un approchant de chez lui. Mr. Utterson fit un pas dehors et le toucha sur l'épaule comme il passait. « Mr. Hyde, je pense !» Mr. Hyde se déroba avec une sifflante reprise d'haleine. Mais sa crainte ne fut que passagère, et bien qu'il ne regardât pas le juriste en face, il répondit avec assez de sang-froid. « C'est bien mon nom. Que voulez-vous ?»« Je vois que vous entrez. Je suis un vieil ami du Dr. Jekyll, Mr. Utterson, de Gaunt Street. Vous devez avoir entendu mon nom. Et vous rencontrant si commodément, je pensais que vous pourriez m'admettre. »« Vous ne trouverez pas le Dr. Jekyll. Il n'est pas chez lui. » répondit Mr. Hyde en soufflant dans la clé. Et puis, soudain, mais toujours sans lever les yeux, « Comment connaissez-vous mon nom ? De votre côté, voulez-vous me faire une faveur ? » ?»« Avec plaisir. De quoi s'agit-il ? » ?»« Voulez-vous me laisser voir votre visage ? » Mr. Hyde parut hésiter. Et puis, comme après quelques réflexions subites, fit front d'un air de défi. Et le couple s'entre-dévisagea assez fixement pendant quelques secondes. « Maintenant, je vous reconnaîtrai. Je pourrais être utile. »« Oui, c'est aussi bien que nous nous soyons rencontrés. Et à propos, vous devriez avoir mon adresse. » Et il donna un numéro d'une rue dans Soho. « Bon Dieu !» pensa Mr. Utterson. « Peut-il avoir aussi pensé au testament ?» Mais il garda ses impressions pour lui et grogna seulement en remerciement pour l'adresse. « Et maintenant, comment me connaissiez-vous ? » ?»« Par description. »« Description de qui ? » ?»« Nous avons des amis communs. »« Des amis communs ?» dit Mr. Hyde en écho, un peu roquement. « Qui sont-ils ? » ?»« Jekyll, par exemple. »« Il ne vous a jamais dit !» s'écria Mr. Hyde avec une bouffée de colère. « Je ne pensais pas que vous mentiriez. »« Allons, ce n'est pas un langage convenable. » L'autre grogna tout haut d'un rire sauvage. Et le moment d'après, avec une prestesse extraordinaire, il avait déverrouillé la porte et disparu dans la maison. Le juriste demeura un moment quand Mr. Hyde l'eut quitté, l'image de l'inquiétude. Puis il se mit lentement à remonter la rue, s'arrêtant à chaque pas ou deux et portant la main à son front comme un homme en mentale perplexité. Le problème qu'il débattait ainsi tout en marchant était d'une catégorie rarement résolue. Mr. Hyde était pâle et nain. Il donnait une impression de difformité sans aucune malformation nommable. Il avait un déplaisant sourire. Il s'était conduit envers le juriste avec une sorte de meurtrier mélange de timidité et hardiesse. Et il parlait d'une voix rauque, chuchotante et quelque peu cassée. Tout ceci était des points contre lui. Mais tout ceci ensemble ne pouvait expliquer le dégoût, la répugnance et crainte jusqu'ici inconnues avec lesquelles Mr. Utterson le considérait. « Il doit y avoir quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de plus. Si je pouvais lui trouver un nom... Dieu me bénisse, cet homme semble à peine humain. Quelque chose de troglodytique, dirons-nous. Ou pourrait-il s'agir de la vieille histoire du Dr. Fell ? Ou est-ce le simple rayonnement d'une âme impure qui transpire ainsi à travers et transfigure son continent d'argile ? Ceci, je pense. Car, oh, mon pauvre Henry Jekyll, si jamais j'ai lu la signature de Satan sur un visage, c'est sur celui de votre nouvel ami. » En tournant le coin de la ruelle, il y avait une place d'anciennes, belles maisons, maintenant pour la plupart déchues de leurs états et louées en appartements et chambres à des hommes de toutes sortes et conditions. Graveurs de cartes, architectes, juristes louches et les agents d'obscures entreprises. Une maison, cependant, la seconde du coin, était encore occupée entière. Et, à la porte de celle-ci, qui offrait un grand air de richesse et de confort,
Bien qu'elle fût maintenant plongée dans l'obscurité, à l'exception de l'éventail, Mr. Utterson s'arrêta et frappa. Un domestique bien habillé, d'un certain âge, ouvrit la porte. « Le docteur Jekyll est-il chez lui, Poole ?»« Je vais voir, Mr. Utterson, » dit Poole en admettant le visiteur, tout en parlant dans un vestibule large, bas de toit, confortable, pavé de cadettes, chauffé, à la mode d'une maison de campagne, d'un feu clair, ouvert et meublé de coûteux cabinets de chêne. « Voulez-vous attendre près du feu, monsieur? Ou vous donnerai-je de la lumière dans la salle à manger ?»« Ici, merci. » Et il se rapprocha et s'accota au garde-centre élevé. Ce vestibule, dans lequel il était maintenant laissé seul, était une fantaisie mignonne de son ami le docteur. Et Utterson lui-même avait coutume d'en parler comme de la pièce la plus plaisante de Londres. Mais ce soir, il avait un frisson dans son sang. Le visage de Hyde pesait sur sa mémoire. Il éprouvait, ce qui était rare chez lui, la nausée et le dégoût de la vie. Et, dans la mélancolie de ses esprits, il semblait lire une menace dans le volettement de la lumière du feu sur les cabinets polis et les sursauts inquiétants de l'ombre au plafond. Il eut honte de son soulagement quand Poole revint bientôt pour annoncer que le docteur Jekyll était sorti. « J'ai vu Mr. Hyde passer par la porte de l'ancienne salle de dissection, Poole. Est-ce correct quand le docteur Jekyll n'est pas chez lui ?»« Tout à fait correct, Mr. Utterson. Mr. Hyde a la clé. » « Votre maître semble reposer beaucoup de confiance en ce jeune homme, Poole. »« Oui, monsieur, en effet. Nous avons tous ordre de lui obéir. »« Je ne pense pas avoir jamais rencontré Mr. Hyde. »« Oh mon Dieu, non, monsieur. Il ne dîne jamais ici. En vérité, nous le voyons très peu de ce côté de la maison. Il va et vient, surtout par le laboratoire. »« Eh bien, bonsoir, Poole. »« Bonsoir, Mr. Utterson. » Et le juriste reprit le chemin du retour, le cœur très lourd. « Pauvre Henry Jekyll, mon esprit me fait craindre qu'il ne soit en eau profonde. Il était déréglé quand il était jeune, il y a longtemps, certes, mais dans la loi de Dieu, il n'y a pas de prescription. Oui, je dois être cela, le revenant de quelques vieux péchés, le cancer de quelques hontes cachées. La punition venant, pede claudo, des années après que la mémoire a oublié et l'amour-propre pardonné la faute. » Et le juriste, effrayé par cette idée, ressassa un moment sur son propre passé, tâtonnant dans tous les coins de sa mémoire, de peur que, par hasard, quelque diable à ressort d'une vieille iniquité n'y bondît à la lumière. Son passé était bien irréprochable. Peu d'hommes pouvaient lire le rôle de leur vie avec moins d'appréhension. Cependant, il fut humilié jusqu'à la poussière par les nombreuses mauvaises choses qu'il avait commises, et soulevé de nouveau d'une sombre et craintive gratitude par les nombreuses qu'il avait bien failli commettre, cependant évitées. Et puis, par un retour sur son premier sujet, il conçut une étincelle d'espoir. « Ce maître Hyde, s'il était étudié, doit avoir ses secrets à lui, de noirs secrets à son air. Des secrets comparés auxquels les pires du pauvre Jekyll seraient comme le soleil. Les choses ne peuvent continuer comme elles sont. Cela me fait froid de penser à cette créature se glissant comme un voleur au chevet de Henry. Pauvre Henry, quel réveil! Et le danger, car si ce Hyde soupçonne l'existence du testament, il peut devenir impatient d'hériter. Oui, je dois mettre mon épaule à la roue, si Jekyll veut me laisser faire. Si Jekyll veut seulement me laisser faire. » Car, une fois de plus, il voyait devant l'œil de sa pensée, clair comme un transparent, les étranges clauses du testament.